Salut les esprits curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un chapitre de l'histoire resté fermé bien trop longtemps, un chapitre qui bouscule tout ce que nous pensions savoir sur le monde antique. Quand vous pensez à la Méditerranée antique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Sûrement la Grèce avec ses philosophes et Rome avec ses légions. Mais, et si je vous disais que ce n'est qu'une fraction de l'histoire, la version racontée par les vainqueurs? Des civilisations fascinantes ont existé, des voix puissantes qui ont commercé, créé de l'art et développé des idées qui ont façonné notre présent. Des cultures délibérément éclipsées, dont les récits ont été perdus ou absorbés par les grandes puissances. Aujourd'hui, nous leur rendons la parole. Avant de commencer, je voulais vous dire un mot sur les images que vous voyez. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle. Considérez-les donc comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'atmosphère. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Notre voyage commence avec un peuple de navigateurs, les véritables rois de la mer. Ce n'étaient pas des conquérants au sens traditionnel, mais des maîtres du commerce et des liens. Nous parlons des Phéniciens. Leur patrie était une étroite bande de terre dans ce qui est aujourd'hui le Liban, mais leur influence s'est étendue à toute la Méditerranée. Imaginez un monde sans alphabet facile à apprendre. Les systèmes d'écriture précédents, comme les hiéroglyphes, étaient incroyablement complexes, réservés aux scribes et aux élites. Les Phéniciens, pragmatiques et ingénieux, avaient besoin d'une manière plus efficace d'enregistrer leurs transactions commerciales. Et c'est ainsi qu'ils ont créé quelque chose de révolutionnaire. Ils ont développé un système d'écriture avec seulement 22 symboles, chacun représentant un son consonantique. C'était si simple et efficace que n'importe qui pouvait l'apprendre. Cet alphabet phénicien est l'ancêtre direct de l'alphabet grec, du latin et finalement de celui que vous utilisez pour lire ceci en ce moment même. Réfléchissez-y un instant. Chaque fois que vous écrivez, vous utilisez une technologie inventée par ce peuple de marchands. Ils ont démocratisé l'écriture, la sortant des temples et des palais pour la mettre entre les mains du commun des mortels. Ce fut l'une des plus grandes révolutions intellectuelles de l'histoire et elle passe souvent inaperçue. Mais les Phéniciens ne nous ont pas seulement donné les lettres. C'étaient des maîtres artisans. Ils produisaient une teinture d'un violet intense, connue sous le nom de pourpre de Tyr. Elle était extraite de milliers de coquillages marins lors d'un processus laborieux et coûteux, ce qui en faisait le symbole ultime de la royauté et du pouvoir dans le monde antique. S'habiller de pourpre était une déclaration de statut suprême. Empereurs romains et pharaons égyptiens convoitaient en cette couleur. Les Phéniciens contrôlaient sa production et son commerce, ce qui leur conférait une immense richesse et influence sans avoir besoin de grandes armées. Leur pouvoir était économique et culturel. Ils ont établi des colonies et des comptoirs commerciaux dans toute la Méditerranée, de Chypre aux côtes de la péninsule ibérique. La plus célèbre de toutes fut Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Une cité qui allait devenir une superpuissance et la plus grande rivale de la République romaine émergente. L'histoire de la rivalité entre Rome et Carthage, les guerres puniques, est presque toujours racontée du point de vue romain. Les Carthaginois, héritiers des Phéniciens, sont dépeints comme les méchants. Mais quelle était leur version de l'histoire? La plupart de leurs textes furent détruits par les Romains après la chute de la cité. Ce que nous savons d'eux nous parvient par le biais de leurs ennemis ou de l'archéologie. Des fouilles récentes à Carthage et sur d'autres sites phéniciens révèlent une culture sophistiquée, avec une riche vie religieuse et une structure sociale complexe. Ce n'étaient pas les barbares que la propagande romaine décrivait. Leur héritage est silencieux mais profond. Ce sont les connecteurs du monde antique, ceux qui ont tissé un réseau de commerce et d'idées unissant des civilisations disparates. Sans eux, le développement culturel et technologique de la Grèce et de Rome aurait été, sans aucun doute, beaucoup plus lent et différent. Maintenant, voyageons à l'autre extrémité de la Méditerranée, vers une terre de mystère et d'art énigmatique, la péninsule ibérique, bien avant qu'elle ne soit nommée Hispanie. C'est ici que s'épanouirent les Ibères, un ensemble de peuples dotés d'une identité culturelle unique et fascinante qui résista aux influences extérieures. Les Ibères n'étaient pas un empire unifié, mais une confédération de tribus et de cités-États qui partageaient langue, religion et art. Contrairement aux Phéniciens, leur influence était plus locale, mais leur héritage artistique est l'un des plus frappants et mystérieux de l'Antiquité européenne. Leur œuvre la plus iconique est, sans aucun doute, la Dame d'Elche. Ce buste en calcaire, que l'on pense représenter une déesse ou une aristocrate, révèle un niveau de détail et de sophistication étonnant. Ses bijoux, sa coiffe complexe, son expression sereine, tout témoigne d'une culture dotée d'un profond sens de l'esthétique. La Dame d'Elche n'est pas seulement un joli visage.
C'est une fenêtre sur un monde perdu. La cavité dans son dos suggère qu'elle aurait pu servir d'urne funéraire ou à conserver des reliques. Son regard semble contenir des secrets que nous n'avons pas encore déchiffrés, un symbole de la profondeur de la culture ibérique. Et puis il y a leur écriture. Les Ibères possédaient leur propre système d'écriture, connu sous le nom de signaire ibérique. C'est un système semi-syllabique, un curieux mélange d'alphabet et de syllabaire. Le problème, c'est que même si nous pouvons lire les sons, car il est en partie basé sur le phénicien, nous ne comprenons pas la plupart des mots. La langue ibère est une langue non indo-européenne, ce qui signifie qu'elle n'est pas liée au latin, au grec ou au celtique. C'est une langue isolée, un écho d'une Europe préhistorique. La déchiffrer est l'un des grands défis de la linguistique moderne. Chaque petite inscription trouvée est une pièce cruciale du puzzle. C'étaient aussi des guerriers formidables. Leurs épées, les célèbres falcata, avaient un design incurvé et un tranchant létal, si apprécié que même les soldats romains les adoptèrent parfois. Ils se sont battus avec férocité contre les Carthaginois puis contre les Romains, défendant leur indépendance pendant des siècles. La conquête romaine de l'Ibérie fut un processus long et brutal. Ce ne fut pas une simple annexion. Ce fut une guerre d'usure qui dura près de 200 ans. La résistance de cités comme Numance devint légendaire. Ils préférèrent la mort à la reddition, un témoignage de leur esprit indomptable. Avec le temps, la culture ibérique fut absorbée par Rome. Leur langue fut remplacée par le latin, leurs dieux assimilés et leur cité reconstruite à la romaine. Leur voix s'est éteinte, ensevelie sous les strates d'une nouvelle civilisation qui réécrivit l'histoire de la péninsule à son image. Mais pourquoi ces histoires sont-elles si peu connues? La réponse est simple et brutale. L'histoire, en grande partie, est un instrument de pouvoir. Les civilisations dominantes, comme la Grèce et surtout Rome, ne se contentaient pas de conquérir des territoires, elles conquéraient aussi le récit. Rome possédait une machine de propagande incroyablement efficace. Ces historiens, comme Tite Live ou Polybe, ont écrit les chroniques qui allaient devenir la base de l'histoire occidentale. Dans leurs récits, Rome était toujours la protagoniste, la porteuse de la civilisation, et ses ennemis étaient des obstacles ou des barbares. Non pas qu'ils aient délibérément menti tout le temps, mais ils écrivaient depuis une perspective profondément ethnocentrique, ce qui signifie qu'ils voyaient le monde à travers les yeux de Rome, jugeant toutes les autres cultures selon les standards romains. Leurs accomplissements étaient minimisés, leur complexité ignorée. De plus, la survie des textes est un facteur clé. La littérature romaine et grecque fut copiée et préservée méticuleusement par des moines et des érudits durant le Moyen Âge, car elle était considérée comme le fondement de la culture chrétienne et occidentale. Les textes phéniciens ou ibères n'eurent pas cette chance. C'est pourquoi, pour reconstruire ces histoires, nous ne pouvons pas nous fier uniquement aux livres. Nous devons devenir des détectives. L'archéologie devient notre principal outil. Chaque fragment de céramique, chaque tombe, chaque fondation d'un bâtiment est un mot dans une histoire qui a été réduite au silence. C'est un travail lent et minutieux. Pièce par pièce, les archéologues et les linguistes récupèrent ces voies perdues. Ils démontrent que la Méditerranée antique était un lieu bien plus diversifié, interconnecté et polyphonique que ce que la narration traditionnelle nous a fait croire. Pensons aussi aux Étrusques, dans l'Italie pré-romaine. Une civilisation énigmatique avec un art vibrant et une société qui, selon certaines sources romaines, accordait aux femmes un statut bien plus élevé qu'en Grèce ou à Rome. Leur langue, tout comme l'ibère, reste en grande partie un mystère. Ou les Numides en Afrique du Nord, cavaliers légendaires et un royaume puissant qui joua un rôle clé dans les guerres entre Rome et Carthage. Leur histoire est souvent réduite à une note de bas de page dans les annales de l'histoire romaine, mais ils étaient une force politique et militaire à prendre en compte. Chacune de ces cultures avait sa propre cosmologie, ses propres mythes, sa propre manière de comprendre le monde. Les Phéniciens, par exemple, adoraient des dieux comme Baal et Astarté. Leurs rituels et croyances furent souvent mal interprétés et diabolisés par leurs rivaux, créant des légendes sombres qui ont perduré pendant des siècles. L'archéologie moderne, avec des outils comme l'analyse d'ADN ancien et la géolocalisation par satellite, déconstruit bon nombre de ces vieux préjugés. Elle révèle des réseaux commerciaux et des migrations que nous n'imaginions même pas. Elle rend leur complexité et leur humanité à ces peuples. Récupérer ces voix n'est pas seulement un exercice académique, c'est un acte de justice historique. C'est reconnaître que notre héritage culturel est bien plus riche et varié que nous ne le pensons. C'est comprendre que notre civilisation n'a pas une seule origine, mais qu'elle est le résultat d'un cœur de nombreuses voix différentes. L'histoire des Phéniciens nous enseigne que le pouvoir ne réside pas toujours dans la conquête militaire, mais dans la connexion et l'échange. Dans un monde globalisé comme le nôtre, leur modèle de réseau commercial et culturel est plus pertinent que jamais. Ils furent les premiers globalisateurs. L'histoire des Ibères nous rappelle l'importance de l'identité culturelle et de la résilience. Leur art et leur langue mystérieuse témoignent que même lorsqu'une culture est absorbée,
ces échos peuvent perdurer pendant des millénaires, attendant d'être entendus à nouveau. Voici le tournant crucial. Le fait de réduire ces cultures au silence ne fut pas un simple accident de l'histoire. Ce fut une stratégie. En effaçant ou en absorbant les identités des peuples conquis, Rome consolidait son pouvoir. Créer une identité romaine unifiée était essentiel pour gouverner un empire si vaste et diversifié. La romanisation ne consistait pas seulement à construire des aqueducs et des chaussées. C'était un processus profond d'assimilation culturelle. Cela impliquait d'imposer le latin, le droit romain et la religion romaine. C'était une façon de dire « votre histoire commence maintenant, avec nous ». Le passé antérieur, tout simplement, cessait d'avoir de l'importance. Cette victoire narrative fut peut-être l'accomplissement le plus durable de Rome. Elle survécut à la chute de l'Empire lui-même. La Renaissance européenne se tourna vers le passé, non pas vers les Ibères ou les Phéniciens, mais vers la Grèce et Rome comme berceau de la civilisation. Une ligne directe fut construite, ignorant délibérément toutes ces autres branches de l'arbre de l'histoire. Ainsi, en étudiant ces voies ignorées, nous n'apprenons pas seulement sur le passé, nous remettons activement en question un récit de pouvoir qui a façonné notre perception de l'histoire et de nous-mêmes pendant 2000 ans. Nous rééquilibrons la balance. Le monde antique n'était pas un duopole de la Grèce et de Rome. C'était un écosystème vibrant de cultures qui interagissaient, rivalisaient, commerçaient et s'influençaient mutuellement de manière complexe. C'était une mer d'histoire, pas une rivière à courant unique. La prochaine fois que vous écrirez un mot, souvenez-vous des marchands phéniciens. La prochaine fois que vous verrez une œuvre d'art antique d'une beauté inexplicable, pensez aux artisans ibères. Leurs héritages sont partout cachés à la vue de tous. Les récits des Phéniciens et de leur réseau commercial nous enseignent une précieuse leçon sur le pouvoir d'influence, le soft power comme nous l'appelons aujourd'hui. Leur influence ne venait pas de l'épée, mais de l'utilité, de l'innovation et de la capacité à connecter les mondes. Ils offraient quelque chose que tout le monde désirait, que ce soit l'alphabet, le verre ou la teinture pourpre. Leur expansion par le biais des colonies n'était pas comme celle de Rome. Ils n'envoyaient pas d'armées pour subjuguer, mais des familles de commerçants pour établir de nouveaux centres d'affaires. C'étaient des enclaves multiculturelles où locaux et phéniciens se mélangeaient, créant des sociétés hybrides et dynamiques comme celle de Carthage. D'autre part, la société ibérique nous offre un contrepoint fascinant. C'était une culture enracinée dans sa terre. Sa structure sociale était basée sur l'aristocratie guerrière et sur des villes fortifiées sur des collines, les Oppida, qui dominèrent le paysage et démontrèrent leur pouvoir et leur organisation. La religion ibérique est un autre de leurs grands mystères. Ils adoraient une panoplie de dieux et de déesses liés à la nature, à la guerre et à la fertilité. Les sanctuaires, comme celui du Cerro de los Santos, étaient remplis de centaines d'ex-voto, de petites figurines de pierre offertes par les fidèles qui nous donnent un aperçu intime de leur foi. Imaginer leur monde sonore est un exercice fascinant. Le son métallique de la falcata en forge, le murmure d'une langue que nous ne pouvons traduire sur un marché, les chants rituels dans un sanctuaire au sommet d'une montagne. Des sons perdus dans le temps que l'archéologie tente d'évoquer. La destruction de ces cultures par Rome ne fut pas toujours violente. Souvent, elle fut séduisante. Rome offrait la stabilité, la citoyenneté, l'accès à un immense réseau commercial et des opportunités d'ascension sociale. Pour de nombreuses élites locales, devenir romain était simplement l'option la plus intelligente et pragmatique. Ce processus crée un paradoxe. En fouillant une villa romaine en Espagne, on découvre souvent qu'en dessous se trouve un établissement ibère. Et parfois, l'art de la villa mêle des styles romains à des motifs ibères. C'est un témoignage silencieux d'une identité qui refusait de disparaître complètement. L'étude de ces cultures oubliées nous contraint à l'humilité. Elle nous démontre que l'histoire est un brouillon constant, réécrit à chaque nouvelle découverte. Ce que nous tenons aujourd'hui pour acquis sur le passé, demain pourra être nuancé ou même réfuté par une nouvelle inscription ou une trouvaille inattendue. Pensons à l'impact de l'alphabet phénicien. En simplifiant l'écriture, ils ont permis que le savoir soit enregistré et diffusé au-delà d'une petite caste de scribes. Cela a jeté les bases de la pensée philosophique grecque et du droit romain. Sans une écriture accessible, ces révolutions intellectuelles auraient été impensables. La légende du Minotaure en Crète, par exemple. Beaucoup d'historiens pensent qu'il pourrait s'agir d'un souvenir déformé de la puissance de la civilisation minoenne, une autre culture non grecque qui domina l'Égée avant les Mycéniens. L'histoire fut transformée par les Grecs en un monstre qui devait être tué par leur héros. Ce schéma se répète. Les autres, ceux qui ne font pas partie du récit central, sont souvent transformés en monstres, en barbares ou en méchants exotiques. C'est une manière de justifier la conquête et de renforcer sa propre identité comme civilisé. C'est l'un des plus anciens outils de propagande. C'est pourquoi lorsque nous lisons un historien romain parler des sacrifices d'enfants à Carthage, nous devons être critiques.
S'il a pu exister un certain type de rituel, la preuve archéologique est ambiguë. Une grande partie de la description provient de leurs ennemis mortels. C'est l'histoire racontée par le vainqueur. La récupération de ces voix a aussi une composante politique actuelle. Des groupes au Liban s'identifient à leur héritage phénicien. En Espagne et au Portugal, l'héritage ibère est une source de fierté régionale et d'une identité distincte de la narration castillane centrée sur la Reconquista. Le passé n'est pas mort. Il n'est même pas passé, comme dirait l'écrivain William Faulkner. Les récits que nous construisons à son sujet ont un pouvoir immense dans le présent. Ils définissent qui nous sommes, d'où nous venons et où nous pensons appartenir. En explorant les Ibères et les Phéniciens, nous ne diminuons pas la grandeur de la Grèce ou de Rome. Nous ajoutons des chapitres manquants au livre de l'histoire humaine. Nous rendons le tableau plus grand, plus complet et, honnêtement, beaucoup plus intéressant. La Dame d'Elche nous regarde depuis plus de 2500 ans. Son expression n'est ni romaine ni grecque. C'est quelque chose d'unique, de propre à elle. Elle nous défie de regarder au-delà du familier, d'écouter le silence entre les lignes des livres d'histoire et de nous demander quelles autres voies ignorons-nous encore. Considérons la métallurgie ibère, ils n'étaient pas seulement experts en armes. Ils ont créé des bijoux et des objets en bronze d'une beauté exquise. Le trésor de Javea, par exemple, révèle une orfèvrerie qui rivalise avec celle de n'importe quelle culture méditerranéenne. C'était un peuple d'artistes, pas seulement de guerriers. Pendant ce temps, les Phéniciens étaient des maîtres du verre. On leur attribue, sinon l'invention, du moins la popularisation des techniques de soufflage du verre, créant des vases et des perles aux couleurs vibrantes qui étaient échangées dans tout le monde connu et très convoité. Ces innovations matérielles, l'alphabet, le verre, les techniques métallurgiques, les teintures, sont la preuve tangible de leur génie. Ce sont des contributions qui se sont intégrées si profondément dans d'autres cultures que leurs origines se sont estompées, étant revendiquées par ceux qui ont écrit l'histoire. La tragédie des Ibères est que leur assimilation fut si complète que leur langue s'éteignit sans laisser de langue fille. Contrairement au latin, qui a évolué en langue romane, l'ibère disparut. Chaque mot que nous parvenons à déchiffrer est comme ressusciter un fantôme. Ce processus de découverte continue chaque jour. En ce moment même, quelque part en Méditerranée, une équipe d'archéologues pourrait être en train de déterrer la clé pour comprendre une nouvelle facette de ces cultures, une pièce qui obligerait à réécrire un paragraphe dans nos manuels scolaires. L'histoire n'est pas statique, ce n'est pas une collection de faits morts, c'est une conversation vivante entre le présent et le passé. Et dans cette conversation, il est de notre devoir de nous assurer que toutes les voix aient la possibilité d'être entendues, en particulier celles qui ont été réduites au silence par la force. Les Phéniciens nous enseignent la résilience par le commerce. Leur patrie fut conquise par les Assyriens, les Babyloniens, les Perses et les Grecs. Mais leur réseau commercial et leur culture survécurent à travers leurs colonies, notamment Carthage, qui devint un empire à part entière. De son côté, la sculpture ibérique nous parle de leur structure sociale. Les grandes dames, comme celle d'Elche ou de Baza, représentaient probablement des femmes de l'élite ayant un rôle social et religieux important. Ce n'étaient pas des figures anonymes, mais des portraits de pouvoir. Ils ont aussi sculpté des figures de guerriers, comme le guerrier de Moisson, qui nous donnent une idée claire de leur armement et de leur ethos martial. C'était un peuple préparé à la défense de sa terre, une nécessité dans le Méditerranée tumultueux de l'âge du fer. Comprendre cela nous aide à déconstruire le mythe du miracle grec. Les Grecs n'ont pas créé la civilisation à partir de rien. Ils étaient en dialogue constant avec l'Égypte et le Proche-Orient, un dialogue largement facilité par les navires et les commerçants phéniciens, qui apportaient non seulement des biens, mais aussi des idées. De la même manière, la Pax Romana ne fut pas une paix imposée dans un vide. Ce fut la fin d'une longue période de lutte de pouvoir entre de multiples acteurs, carthaginois, royaumes hellénistiques, tribus gauloises et ibères. Rome n'a pas apporté l'ordre au chaos, mais s'est imposée comme l'ordre hégémonique. La mer Méditerranée, que les Romains appelaient Mar Nostrum, notre mer, ne fut jamais vraiment seulement la leur. Ce fut toujours un espace partagé, un creuset de culture. Le nom même est un acte d'appropriation narrative, d'effacer les autres de la photo. Les recherches sur les épaves antiques nous offrent une capsule temporelle de ce monde interconnecté. Un navire phénicien coulé peut contenir de l'étain de Britannia, du cuivre de Chypre, de la céramique de Grèce et de l'ivoire d'Afrique. C'était un réseau mondial miniature. Même dans la mort, ces cultures nous parlent. Les nécropoles ibères, avec leurs rituels de crémation complexes et leur mobilier funéraire, nous révèlent leurs croyances sur l'au-delà et leur structure sociale. Les tombes des guerriers contiennent leurs armes, celles des femmes, leurs bijoux et leurs métiers à tisser. Dans les Tophet de Carthage,
cimetière avec des urnes contenant des restes incinérés d'enfants, se fonde la légende noire des sacrifices. Mais de nombreux archéologues croient aujourd'hui qu'il s'agissait de sanctuaires pour enfants décédés prématurément, un lieu sacré pour le deuil et non pour le meurtre rituel. La vérité est que l'histoire est désordonnée, pleine de nuances et de contradictions. Les récits simplistes de bons contre méchants ou de civilisation contre barbarie sont rarement vrais. La réalité est toujours plus complexe et bien plus humaine. Au final, la Méditerranée antique était comme une conversation bruyante et passionnée entre de nombreuses personnes. L'histoire que nous entendons habituellement est comme si quelqu'un n'avait enregistré que les deux voix les plus fortes et avait effacé le reste. Notre travail est d'essayer de récupérer les murmures et les échos des autres. Et voici la conclusion la plus puissante. En sauvant ces histoires, non seulement nous changeons le passé, mais nous enrichissons notre présent. Nous nous rendons compte que la diversité culturelle n'est pas une invention moderne, mais la condition naturelle de l'histoire humaine depuis ses débuts. Cela nous enseigne qu'il y a de nombreuses manières d'être puissant, de nombreuses façons d'être civilisé, que l'héritage d'un peuple ne se mesure pas seulement en empire et en conquête, mais en poèmes, en chansons, en un alphabet, en une manière unique de voir le monde. Et ces héritages sont indestructibles. L'histoire n'est pas une ligne droite qui mène d'Athènes à Rome, puis à nous. C'est un arbre aux innombrables branches, dont beaucoup ont été élagués par les jardiniers du pouvoir. Mais les racines sont toujours là, profondes et entrelacées, attendant que nous les redécouvrions. Alors, la prochaine fois que vous visiterez un musée ou lirez un livre d'histoire, gardez l'œil ouvert pour les histoires non racontées, pour les artefacts sans étiquette claire, pour les peuples qui n'apparaissent qu'en notes de bas de page. C'est là que se trouvent souvent les secrets les plus fascinants, car chaque voix récupérée du silence du passé nous aide à mieux comprendre le cœur complet de l'humanité, une symphonie dont nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, les héritiers. L'histoire appartient à tous et il est temps de réclamer toutes ses parts. La prochaine fois que vous regarderez une carte de la Méditerranée, ne voyez pas seulement les frontières d'aujourd'hui ou les provinces de Rome. Essayez de voir les anciennes routes commerciales des Phéniciens comme des artères d'un cœur palpitant, transportant biens, idées et personnes d'une rive à l'autre. Essayez d'imaginer les collines de la péninsule ibérique, non pas vides, mais couronnées par les fières cités des Ibères, avec leurs murailles, leurs artisans et leurs guerriers, veillant sur un monde qui était le leur, avec une langue et des coutumes qui leur appartenaient. Le récit d'une Méditerranée purement gréco-romaine est une simplification, une histoire de marque. La réalité fut un mélange, un creuset d'influences. Les Romains ont pris des dieux aux Grecs, des techniques de construction aux Étrusques et des tactiques navales aux Carthaginois. Reconnaître cela n'affaiblit pas les accomplissements de Rome, mais les contextualise. Cela les rend plus réels et moins mythiques. Cela montre qu'aucune culture, aussi puissante soit-elle, n'est une île. Toutes sont le produit de leur temps et de leurs interactions avec leurs voisins. Le passé, par conséquent, est un lieu polyglotte. Ils parlent en latin et en grec, oui, mais aussi en phénicien, en ibère, en étrusque, en punique. Écouter toutes ces langues est le véritable objectif de l'histoire. C'est passer d'une mélodie à une symphonie. J'espère que ce voyage vous a ouvert une nouvelle fenêtre sur le monde antique, une fenêtre qui vous invite à questionner, à explorer et à chercher les voies qui se cachent dans l'ombre des grandes narrations. L'histoire est bien plus vaste que ce qu'on nous a raconté. En résumé, la mer antique était remplie de voix et nous avons à peine commencé à les écouter toutes. Des marins qui nous ont donné les lettres aux artistes dont la langue reste une énigme. Tous font partie intégrante de notre histoire partagée. Les ignorer, c'est ignorer une partie de nous-mêmes. Un grand merci de m'avoir accompagné dans ce parcours à travers l'histoire non racontée. C'est un privilège de pouvoir partager ces idées avec une communauté si curieuse et passionnée. Votre attention est le plus beau des cadeaux. Ce n'est que le début. Il y a beaucoup d'autres histoires qui attendent d'être racontées. Si ce voyage vous a plu et que vous voulez découvrir plus de secrets du passé, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Quelle autre civilisation oubliée vous fascine? Connaissiez-vous l'histoire des Phéniciens ou des Ibères? Laissez-moi votre avis et vos théories dans les commentaires. J'adore lire ce que vous en pensez. À la prochaine, les esprits curieux.